Impeccable. Donc, comme je dis, bonjour à toutes et à tous. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par un petit tour de table au niveau des présentateurs pour que vous sachiez qui sont vos interlocuteurs. Donc, pour ma part, Jean-François Léo, je suis directeur commercial du groupe WeDo et je suis également en charge des partenariats avec les éditeurs. Donc, voilà, Cyril. Cyril Garandel, directeur des opérations du groupe Wido. Thomas. Donc, Thomas Ballandra, directeur des opérations de l'agence Wido-Rhône-Alpes, basée à Lyon. Et Yacine. Donc, Yacine Magazi, Solution Engineer chez Sonar sur Genève. Voilà, je serai aussi avec mon collègue Lucas qui s'est présenté tout à l'heure, mais qui répondra à vos questions en live. Effectivement, donc n'hésitez pas, l'objectif c'est que ça puisse être interactif, en tout cas déjà au travers du chat. Une personne est dédiée aux réponses techniques et plus. Et il y aura un instant ensuite de questions-réponses à l'issue de la présentation. Et ben allez, c'est parti. Alors, la minute promo. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas WeDo et pour ceux qui connaissent mais qui ont besoin d'un update, donc WeDo, c'est donc une société spécialisée dans le développement logiciel d'applications métiers. On fête cette année notre 7e anniversaire. On connaît depuis le début une belle croissance qui nous a permis l'année dernière d'atteindre les 24 millions de chiffre d'affaires. Grâce à plus de 250 consultants répartis sur 5 agences, donc Paris, Nantes, Strasbourg, Lille et Lyon. Aujourd'hui, on adresse tous les secteurs d'activité. On travaille avec les grands groupes comme les ETI et on travaille aussi bien dans le public que dans le privé. En parallèle de l'activité de développement, on est aussi intégrateur de solutions qui sont très liées au métier du développement. Nous sommes partenaires Atlassian, GitLab et donc Sonar, l'objet de ce webinaire. Donc, Yacine, si tu peux nous dire un peu plus sur Sonar. Exact. Donc Sonar, c'est une entreprise qui est donc spécialisée dans le SaaS. On est aussi les créateurs des solutions Sonar Cube, Sonar Cloud et Sonar Lint. Donc ça fait quelques années qu'on est leader dans le domaine de la qualité et de la sécurité, donc ce qu'on va appeler chez nous Clean Code. Donc voilà, on est présent sur plusieurs continents, on grandit très vite, on a de plus en plus de collaborateurs et donc on est ici pour aider nos clients à avoir une code base plus sécure et de meilleure qualité. Très bien, merci. Donc, du coup, un petit peu pour introduire le sujet du webinaire, je voulais un petit peu expliquer la genèse. Donc, comme vous l'indiquez, notre métier, c'est le développement logiciel et depuis le début, encore aujourd'hui, plus de 65% de notre activité repose sur de l'engagement forfaitaire, donc la réalisation de projets from scratch ou la prise en charge de tierces maintenances applicatives. Donc, il était nécessaire de nous outiller pour maîtriser la qualité de nos développements et les livrables et être en mesure de tenir les niveaux de service liés à ce type d'engagement. Après une analyse un peu des solutions, il était impossible d'ignorer Sonar et c'est pourquoi nous avons déployé très rapidement, entre autres, cet outil pour nous permettre de suivre et mesurer l'activité de nos centres de services. En fin d'année 2023, nous avons été contactés par Sonar qui était à la recherche d'un partenaire en capacité d'apporter de l'expertise sur les solutions sur le territoire français. Très vite, par le biais de plusieurs réunions, on a suscité un intérêt pour Sonar, au-delà sur notre capacité à vendre des licences, mais c'est avant tout notre expertise sur la solution, notre expertise sur le développement logiciel et notre sensibilité sur la qualité et la sécurité du code. Je dirais de ces échanges est né depuis février 2024 un partenariat et aujourd'hui WeDo est l'unique partenaire certifié Gold en France. Donc, on est fiers de cette information-là, enfin de ce partenariat. On est convaincus de l'intérêt de cette solution. Voilà un petit peu la genèse de ce webinaire qui se veut sous un format retour d'expérience sur les usages de Sonar Cube et des bonnes pratiques qu'on peut en tirer pour réduire les risques et les coûts liés au métier du développement. Donc, voilà de manière très rapide la genèse de l'histoire. Donc, maintenant, je laisse la place aux spécialistes pour vous parler un peu plus du concret. Donc Thomas, s'il te plaît. Merci. Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on va aborder 3 points durant ce webinaire. Tout va tourner effectivement autour des bonnes pratiques. Ça va être quelque chose qu'on va beaucoup dire. On croit fermement aux bonnes pratiques. Je pense que j'ai besoin de convaincre personne. L'objectif de ces bonnes pratiques, c'est surtout d'améliorer la qualité de ce qu'on produit, de faire monter les gens en compétences. On va avoir l'occasion d'en parler. Et la finalité de tout ça, c'est que ça peut servir aussi à réduire les coûts.
Mieux faire, c'est aussi ne pas refaire. Et du coup, on est aujourd'hui convaincus à WeDo et aussi à travers ce partenariat que les bonnes pratiques vont nous permettre d'accomplir ça parce qu'elles le font déjà. Donc autour de 3 points aujourd'hui qu'on va voir, on va parler du turnover des développeurs qui induit forcément des coûts liés. Le pilotage, comment aujourd'hui mieux piloter ou en tout cas utiliser des informations issues des outils tels que Sonar pour de l'aide à la décision, pour savoir comment aujourd'hui on pilote une activité. Et à la fin, comment on optimise le processus de release et du coup tout ça afin de réduire les coûts, de réduire le temps qu'on met pour faire tout ça. Avant de rentrer sur le premier point, un petit mot rapide sur comment on inclut aujourd'hui Sonar dans notre cycle de développement. Aujourd'hui, on a évidemment une forge logicielle qui nous permet d'intégrer très facilement ces outils-là. Les développeurs ont pour habitude, en majorité chez nous, de coder sur Visual Studio Code. En tout cas, c'est ce que je défends. Donc avec les outils totalement comme SonarLint par exemple, ils utilisent Sonar au moment du code. Ils poussent ensuite sur GitLab qu'on utilise chez nous pour information. C'est là qu'on a toute notre solution CI/CD. On passe évidemment tout le code qui est nouveau, qui est manipulé à travers la Quality Gate et on fait une boucle et on aura l'occasion d'en reparler. C'est comme ça que Sonar est intégré dans un cadre qui est très précis, assez conventionnel, hein, mais qui est utilisé aujourd'hui sur tous nos projets à WeDo. Le premier point, du coup, moi je vais avoir l'occasion d'évoquer avec vous la réduction du turnover des développeurs, en tout cas de toutes les ressources associées au projet, mais là on va se focus sur les développeurs. Aujourd'hui, de par expérience, donc je partage la mienne, mais elle est partagée aussi avec mes collègues ici présents, le turnover dans les projets, ça a matière à générer des coûts à partir du moment où une personne s'en va. Même si on essaye au minimum, elle va forcément partir avec des connaissances, il va falloir reformer une autre personne, il va falloir la former au projet, aux pratiques dans la société. Donc le turnover, c'est un gros coût associé à nos projets qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. De par expérience, aujourd'hui, on a essayé de détecter quelles sont les causes, quels sont les problèmes qu'on remonte au travers des équipes. Et pour avoir été moi-même développeur, je suis aussi bien placé pour parler de qu'est-ce qui peut être lié au sujet des bonnes pratiques et qu'est-ce qui peut générer de la frustration, du stress, en tout cas un inconfort qui peut aller jusqu'au fait que je demande, par exemple, à changer de projet, potentiellement même de société. Donc aujourd'hui, dans les problèmes qu'on a listés, on a le cadre de travail. J'ai mis léger ou inexistant, en tout cas un cadre de travail qui n'est pas très clair. Et à partir du moment où on travaille dans quelque chose où on ne sait pas trop ce qu'on attend de nous, ou ce qu'on fait, est-ce que ça s'inscrit clairement, ou qu'on travaille comme nos collègues, ce cadre de travail-là, il génère forcément un inconfort. Et en tout cas, il n'arrive pas à avoir un sentiment de maîtrise sur le projet. Et ce sentiment de maîtrise, il participe au fait qu'on a un peu plus de mal à adhérer en fait, au projet, à vouloir s'inscrire dans la durée avec lui. Donc, ce cadre de travail, ce sentiment de faible maîtrise, ça génère du stress dans les équipes. Et les équipes, comme nous et comme vous, elles n'aiment pas trop être stressées, elles préfèrent se sentir en contrôle sur ce qu'elles produisent. Pour se sentir en contrôle, faut avoir du retour sur ce qu'on fait. Aujourd'hui, là, on va parler évidemment de Sonar, mais on peut parler aussi d'un retour humain, un technical leader qui est capable de faire des retours sur le travail et des outils comme Sonar qui permettent d'avoir un retour direct sur est-ce que ce que je suis en train de faire, ça obéit aux règles de bonne pratique, ça obéit aux standards aujourd'hui de mon framework. Donc le fait de ne pas avoir de retour, on ne sait pas trop si on est en train de progresser, si on est en train de bien faire. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, ça l'a toujours été, mais c'est d'autant plus présent que les gens, ils ont envie de bien faire. Et le fait de bien faire son travail, ça contribue quand même à se sentir bien dans un projet. Et pareillement, le fait et ça c'est d'expérience depuis longtemps, le fait de ne pas forcément être tout le temps formé aux bonnes pratiques, même si c'est un sujet qui, dans toutes les sociétés, on en entend beaucoup parler, mais le fait de des fois recevoir peu de formation, ça peut participer en tout cas à ce sentiment de ne pas évoluer. Dans les solutions qu'on met en face, parce que là, je parle quand même beaucoup des problèmes, on va avoir la détection en temps réel avec notamment SonarLint qui vous sera présenté ensuite. L'objectif, c'est quand même d'avoir un retour quasi instantané sur ce qu'on est en train de produire et pas d'attendre un mois ou que quelqu'un ait une disponibilité pour le faire. Le plus tôt on intègre l'information, le plus tôt on la digère et on est capable de l'appliquer.
Le fait d'avoir accès à de la ressource documentée, ça c'est hyper important, on le voit aujourd'hui avec Internet, on peut évidemment faire des recherches, on a des choses comme ChatGPT qui arrivent, mais des fois l'information, c'est quand même bien qu'elle ait été documentée avec un axe pédagogique et qu'on t'explique vraiment pourquoi cette bonne pratique, il faut la mettre en place. Qu'est-ce qui se passe si je ne la mets pas en place? Parce qu'on comprend toujours mieux si on nous explique qu'est-ce qui va se passer si on ne la met pas en place et comment je peux du coup y remédier à l'aide d'exemples ou même sur certaines issues, le fait que Sonar soit même capable de reprendre la main. On va aussi passer par des coups des revues de code. Je parlais de revues de code humaines, mais du coup assisté par Sonar qui est capable de fournir un rapport sur la qualité du code et est-ce que les règles ont bien été respectées. Et tout ça, du coup, ça s'inscrit, comme je l'ai dit précédemment, dans un workflow qui est clair et qui est connu de tous et qui fait que du coup, on sait où on va, on peut anticiper les prochains jours et c'est assez clair qu'à partir du moment où on a des itérations, c'est même tout le principe de l'agilité, à partir du moment où on a des itérations régulières, on peut s'inscrire, on se sent aussi progresser. Donc le bénéfice, c'est évidemment une montée en compétences vis-à-vis des bonnes pratiques, mais vis-à-vis aussi même du workflow et de la manière de travailler. Une veille, ça c'est peut-être des fois pas vu, c'est aussi que des outils externes, d'une manière générale, ils se mettent à jour, et en se mettant à jour, ils se mettent à jour aussi sur les meilleures pratiques à date sur un framework, en sachant que tous les frameworks évoluent extrêmement rapidement, ça je l'apprends à personne, et du coup le fait d'avoir les nouvelles bonnes pratiques et de pouvoir les infuser, à part rebond, ça fait de la veille technologique, c'est aussi ce qu'on attend de nos développeurs. L'appropriation des sujets est effectivement plus facile parce qu'on se sent impliqué dans le sujet. On va plus aussi avoir tendance à avoir la responsabilité de ce qui est fait. Et la responsabilisation dans les équipes de dev, ça c'est un grand sujet pour être un meet-up à part entière. Et du coup, en tout et pour tout, on a forcément de la vélocité qui augmente en fidélisant les développeurs sur les projets à l'intérieur aussi de nos sociétés. Forcément, on réduit le turnover et tous les coûts qui lui sont associés. Je vais laisser du coup Yacine vous présenter un peu plus pratico-pratiquement comment ça se démontre. Pardon. Merci Thomas. Justement, moi, je vais vous montrer un peu concrètement sur le logiciel comment est-ce qu'on peut donc aider les développeurs. Je pense qu'on est tous bien d'accord pour dire qu'aujourd'hui, le développeur est vraiment l'acteur clé du succès d'un logiciel ou d'une entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle chez Sonar, on a vraiment décidé d'avoir de l'adoption au niveau des développeurs. Donc, essayer de les aider dans leur day-to-day job le plus possible pour permettre une bonne utilisation et un entrain quant à l'utilisation de l'outil. Donc, comment est-ce que ça se matérialise? Alors, je vais rapidement switcher sur mon écran. Donc, ici, on arrive sur l'interface de SonarCube. Donc, en cliquant sur un des projets, je vais être capable de voir toutes les issues qui sont remontées lors de ma dernière analyse. Donc, ici, si je clique sur Issue, je vais être capable de voir différentes issues et donc chacune de ces issues sera assignée à un développeur, donc en l'occurrence c'est moi, parce que c'est une issue que j'ai créée moi-même, donc je suis responsable de régler cette issue. Donc ça, c'est ce qui va permettre un peu de donner la confiance au développeur et de permettre au développeur aussi de s'améliorer, parce qu'évidemment, s'il fait une erreur une fois, il peut la faire une deuxième fois. Donc là, l'idée, c'est vraiment de montrer au développeur où sera l'issue, d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce que cette issue existe et aussi comment est-ce que je peux la réparer en proposant une solution. Donc l'idée, c'est que cette erreur apparaisse une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois, il reconnaîtra ce type d'issue, pourra réparer et évidemment augmenter ses compétences sur ce type de sujet-là. Donc à grande échelle, ça permettra de faire évoluer les connaissances et les compétences de vos développeurs et d'avoir une base de code bien plus qualitative et sécuritaire. Donc ça, c'est l'idée. Pour aider le développeur, donc l'idée chez nous, c'est que chez nous et en général dans l'industrie, c'est qu'on a un paradigme qui s'appelle shift left. Donc l'idée, c'est vraiment essayer de rapprocher le feedback le plus possible du développeur. Donc le plus tôt on répare l'erreur, le moins cher ça coûtera et évidemment, le minimum sera l'impact. Donc l'idée, c'est comment est-ce que ça se matérialise avec Sonar et donc SonarCube. Donc l'idée, c'est que là, actuellement, je suis sur une main branch. Donc sur ma main branch, j'ai des analyses, mais c'est assez rare qu'on développe seulement sur la même branche. Donc, ce que je vais être capable de faire, je vais être capable d'analyser les branches de features. Donc, toutes les branches qui vont être dédiées à la création d'une feature bien particulière pour essayer d'avoir un feedback déjà à ce niveau-là. Maintenant, comment est-ce que je peux être encore plus proche? Comment est-ce que je peux protéger des branches? Par exemple, une branche sur laquelle je voudrais merger pour essayer de déployer une application.
je vais être capable d'analyser les pull requests ou encore merge requests. Bon, pour GitLab, ça s'appelle merge request, mais c'est la même chose. Donc ici, on va être capable de protéger la branche donc destination pour dire mon analyse ne passera pas parce que la qualité du code et la sécurité n'est pas atteinte d'un point de vue des conditions que j'ai mis en place. Et comment ça se matérialise? Donc en cliquant sur ma merge request, je vais être capable de descendre et de voir que SonarCube a remonté une erreur pour dire que l'AquaTicket ne va pas te laisser aller plus loin pour les raisons qui sont listées en dessous. Maintenant, comment est-ce que je fais pour aller encore plus loin? Eh ben, on va être capable aussi d'analyser à peu près en live les différentes remontées des développeurs. Donc là, je suis sur un fichier Java, par exemple, et je vais faire remonter une boule que j'ai écrite tout à l'heure, sur laquelle je vais directement avoir une erreur qui va me remonter et me dire, attention, j'ai une règle qui remonte, qui va être liée à loop should not be infinite. Donc ici, cette boucle n'ira jamais jusqu'à sa limite parce que évidemment, moi, j'ai fait mon erreur au niveau de mon compteur ici. Donc, SonarCube va être capable, à travers SonarLint, de pousser ces informations et d'expliquer quel est l'issue et aussi de montrer qu'est-ce que je dois faire pour la réparer. Ce qui va permettre d'avoir un feedback directement sur l'IDE, donc sur l'outil de développement du développeur, afin de pouvoir réparer cette erreur. On peut encore aller plus loin. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller voir des issues qui sont assez de type SQL injection, des choses qui sont assez de type SAST, assez profondes au niveau de la sécurité, et remonter ici, par exemple, une description sur qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Bon, ici, je ne comprends pas très bien, mais par contre, je vais être capable ici de lire qu'il y a une database query should not be invulnerable to injection attacks, qui veut dire qu'on a une potentielle SQL injection. Donc, je vais demander à SonarLint de m'expliquer un peu mieux et de montrer toutes les locations de cette vulnerability. Donc ici, vous verrez des différents numéros. Chacun de ces numéros va représenter une étape à travers laquelle la donnée corrompue va transiter dans le code. Donc de 1 à 10, ici vous avez le flow sur le côté, donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, qui va nous permettre de voir où va s'exécuter cette SQL injection et qui va aussi permettre aux développeurs de comprendre qu'est-ce qui se passe et comment le réparer. Donc, en cliquant ici, je vais aller voir la description. How can I fix it? Je vais descendre un peu et je verrai que j'ai une solution que je peux appliquer afin de réparer cette erreur. Donc, le développeur se sentira en capacité de réparer l'erreur grâce aux recommandations de SonarLint et donc, évidemment, réparer l'erreur avant même qu'elle n'apparaisse, c'est-à-dire avant même qu'elle soit réalisée en production ou autre chose. Top. Bel outil, Yacine. Merci pour la presse. Cyril, je crois que tu as un autre sujet à nous présenter. Oui, tout à fait, merci et bonjour tout le monde. Donc effectivement, on a parlé de l'optimisation des ressources en termes de comment on garde nos profils seniors et comment on évite que ça switch et que ça change. Moi, je vais vous parler de comment on répartit ces profils correctement. Donc aujourd'hui, sur la partie forfaitaire de WeDo, on a des grands centres de services où on doit dispatcher pas mal de profils différents. Donc l'idée, au travers des indicateurs Sonar, c'est de se dire comment je vais détecter des métriques, comment je vais avoir des métriques sur la partie vraiment technique qui vont me permettre de savoir un peu où ça pêche et où je peux arriver à faire du fine-tuning ou faire de l'adaptation pour me dire cette ressource-là, je vais plutôt la mettre là ou je vais plutôt renforcer cette équipe est déjà OK, je vais pouvoir un peu la déléter au profit d'une autre et mieux gérer mon staffing global. Donc pour ça, effectivement, il y a la notion de portfolio que vous montrera Yacine tout à l'heure, qui est hyper intéressante pour nous, qui nous permet soit sur un axe d'un grand compte de voir tous les projets qui sont concernés, dans une grosse TMA, de voir tous les projets associés à cette TMA, sur une techno en particulier, vous verrez qu'il y a plusieurs axes possibles. Et ça va nous permettre en fait de dire, voilà, j'ai une TMA pour tel client, et cette TMA, j'ai 15-20 applications, et sur ces 15-20 applications, déjà, je montre à mon client les indicateurs Sonar et l'évolution des indicateurs Sonar sur chaque application, qu'elle soit en build ou en run. Et je vais avoir une évolution. C'est ça qui va m'intéresser concrètement pour savoir dans quel état de l'art je livre chaque release de l'application et voir si ce que je fais est toujours qualitatif, se dégrade ou s'améliore, sachant qu'on verra aussi d'où on peut partir. Donc, ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. C'est toute une série de KPI. Donc vous allez les retrouver, ça peut être un rapport de sécurité, comme on l'expliquera un petit peu après, où
Déjà, Yacine a donné un petit élément intéressant. Vous avez la notion de dette technique, la qualité du code au sens large, les langages et les stacks utilisés. Et en fait, tout ça, ça va faire en sorte que je vais pouvoir, moi, en tant que directeur des opérations de chez WeDo, de pouvoir réadapter mon recrutement aussi. C'est-à-dire que quand on parle d'optimisation, c'est les people qui sont déjà en place, mais c'est aussi recrutement pour mettre un peu plus de seniors, mettre un peu plus de juniors, prendre un peu plus de tech lead, comme le disait Thomas au début. Tout ça, je vais le savoir en regardant la santé de mes projets. C'est vraiment quelque chose qui est assez centrique Sonar chez nous, parce qu'on est vraiment une entreprise où la tech est très présente et importante. Donc forcément, voir la qualité de ce qu'on produit, la transparence qu'on offre avec les clients avec lesquels on travaille là-dessus, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Donc l'investissement et les actions qu'on peut prendre si on est proactif là-dessus, donc on va faire forcément évoluer les compétences au travers de ce qu'on va trouver sur les KPI d'un projet ou d'un ensemble de projets. Donc je sais pas, par exemple, quelqu'un qui fait du back Java, qui fait pas de front Angular et qui, au final, on a séparé des équipes en back en front, on se rend compte que vaut mieux avoir des full stack parce que les indicateurs sont pas très bons sur telle partie, on va demander à la personne d'apprendre du front parce que c'est plus simple sur un projet qui va durer sur un temps long. Ça peut être un exemple d'optimisation. On va identifier forcément les faiblesses sur les équipes, de voir si une équipe a beaucoup de vulnérabilité dans ce qu'elle fabrique en termes de code ou ce qu'elle engendre, la dette qu'elle va créer elle-même. Dans ce cas-là, on va peut-être mettre un tech lead pour se dire je vais renforcer mon équipe. Et on va retrouver aussi une formation continue globale. Donc, on est très adepte de la formation interne chez WeDo, au travers du support, au travers du meetup, au travers de tout ce qu'on peut mettre en place, même sous cette forme de webinar. Donc, on va faire former nos équipes, former nous-mêmes aussi nos équipes pour qu'elles se step up, qu'elles montent en compétences. Et comme le disait Yacine tout à l'heure, elles le font aussi d'elles-mêmes au travers de ce qu'elles découvrent dans les résultats des indicateurs sonars, c'est-à-dire qu'elles font l'erreur 3-4 fois, au bout d'un moment, il y a un auto-apprentissage. Donc, on va avoir une estimation des coûts de réversibilité entrante. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être important. C'est quand on récupère un projet dans le cadre d'une PMA ou un nouveau compte ou un projet ou un prospect qui vient nous consulter en nous disant j'ai une application, j'ai pas trop confiance dans ce qu'elle fait techniquement, est-ce qu'elle est bien écrite, etc. Notre premier réflexe avant de prendre une application et de donner un avis sur notre capacité on l'apprendra de toute façon, on aidera le client du mieux possible en termes de conseils. On passe un rapport sonar dessus, bête et méchant, c'est assez rapide à mettre en place. On a une première photo de l'état dans lequel elle se trouve. À partir du moment où on voit ce qu'il y a dedans, on va déjà savoir à peu près ce qu'on va préconiser en plan d'action, donc en remédiation. Et on saura gérer un casting potentiellement sur les ressources autour de ça. Donc, une application qui rentre chez nous, c'est quelque chose qui peut être géré directement par Sonar. Planification des chantiers d'amélioration continue, ça c'est clairement un truc qu'on fait tout au long des projets, tout au long de l'année, et de manière générale, ce sera un peu plus vrai sur la partie du prochain slide. Donc, c'est vraiment important pour nous que de garantir que les ressources qui sont utilisées sont faites de la manière la plus efficiente possible. Donc, je vais laisser la main à Yacine qui va vous montrer un peu la partie portfolio et ce que je vous illustrer ce que je vous ai dit là. Merci Cyril. Alors, je reviens sur mon interface. Donc, toutes ces métriques, donc pour prendre les bonnes décisions, il vous faut les bonnes métriques. Et donc, ce que vous êtes capable de découvrir, par exemple, sur un projet donné, donc je vais reprendre par exemple ma main branch. Ici, vous allez avoir par exemple les security reports qui vont vous permettre de voir où est-ce que vous vous situez par rapport à certains standards. Donc, toutes ces métriques-là, on va être capable de savoir qu'on a pas mal de vulnérabilités qui sont sur tout ce qui est Develop and Maintain Secure System Software. Donc, en cliquant là-dessus, je vais être capable de comprendre sur mon projet ici quelles sont les différentes choses qui remontent. Donc, l'idée, c'est un peu de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans mon projet et essayer de prendre des décisions un peu en avance. Donc, toutes ces métriques-là vont être retrouvées ici dans tout ce qui est measures. Donc, on a tout un tas de graphiques qui vont vous montrer, par exemple, quels sont le niveau de complexité, la complexité cyclomatique de mon projet et donc dans quel dossier elle se trouve, au niveau de ma complexité cognitive qu'on va être capable de trouver aussi dans mon fichier, etc., etc. Donc toutes ces mesures-là sont des choses qui sont disponibles au niveau du projet. Maintenant, prenons un peu de recul et essayons de voir un petit peu le portrait général en cliquant sur les portfolios. Donc ici, mes portfolios peuvent être matérialisés par différents types. Donc un portfolio peut être créé
pour une équipe, pour un type de langage, pour un bureau, ou c'est de n'importe quel sujet, vous êtes capable de matérialiser dans ton portfolio. Donc moi, pour le coup, je veux prendre tous les projets de mon portfolio, tous les projets de mon instance, de mon SonarCube. Donc, les mêmes métriques qu'on va être capable de retrouver au début, donc tout ce qui est lié à la releasability, tout ce qui va être lié à la quality gate. Donc, est-ce que mon projet est prêt à être release ou non? Donc, vous êtes capable de voir à travers le temps comment est-ce que SonarCube a aidé les projets à avoir quelque chose de plus solide, de plus concret et qui va être déployable en production. Même chose pour tout ce qui est reliability, security vulnerability, security review and maintainability. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que malheureusement, on pêche un peu sur tout ce qui est lié à la sécurité. Donc, au niveau des security vulnerability, on est en D, on monte assez, mais on ne monte pas assez vite, en tout cas pas aussi vite qu'on le voudrait. Pareil pour les security review, on est à D et on monte assez, mais assez difficilement. Donc, ce qu'on va être capable de faire ici, c'est d'aller voir dans un portfolio et c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais aller avoir dans mes issues, essayer de comprendre quels sont les issues qui me font le plus de temps, qui me prennent le plus de temps. Et ici, je vois que j'ai pas mal d'issues de sécurité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon portfolio et aller voir tout ce qui est lié à Java. En tout cas, je suppose. Attendez, laissez-moi double-checker. Hop. Si je vais ici dans ma sécurité, si je vais dans mon langage, je vais être capable de voir que Java est les langages sur lesquels on a le plus d'issues à réparer. Donc, Java, tout ce qui est lié à la base de données, je suppose que c'est l'équipe backend. Donc, je vais prendre un peu de recul et essayer d'un petit peu de me focaliser sur l'équipe backend et voir qu'est-ce qui se passe. Et ici, on peut voir que sur l'équipe backend, on a des métriques qui sont sensiblement les mêmes que celles de mon portfolio All Project. Donc maintenant, je vais aller voir dans mes issues. Et ici, dans mes issues, je vais être capable, pour la sécurité, de comprendre le langage qui est le plus incriminé, donc Java, donc on a visé juste, et aussi de comprendre, par exemple, toutes les règles qu'on a. Donc ici, vous verrez qu'on a par exemple 377 règles qui sont liées à tout ce qui est SQL injection, qui vont nous coûter 23 jours d'effort. Ce qui va me permettre, donc ça va me permettre de venir à deux conclusions. Donc la première, est-ce que j'ai les compétences nécessaires dans mon équipe pour travailler sur ce type de sujet? Donc voilà, ici peut-être ramener un petit peu de seniorité pour essayer d'aider un peu l'équipe à s'améliorer sur ces sujets-là. Ou alors, est-ce que cette règle fait vraiment du sens? Et est-ce que j'ai besoin de garder cette règle pour essayer d'avoir le quality profile? Donc ça veut dire le set de règles qui va être appliqué à chaque analyse. Est-ce qu'on va être capable de le fine-tuner, de le rendre encore plus précis par rapport aux besoins que j'ai? Donc ça, c'est ce que le portfolio va vous ramener. Donc ce portfolio va aussi être capable de vous dire, par exemple, au niveau des security reports, d'un point de vue team backend, où est-ce qu'on pêche un peu, et évidemment, toutes les mesures qui seront liées à ce team backend à ce niveau-là. Top. Merci Yacine. Cyril, je crois que tu as un dernier sujet à nous évoquer, comment on peut optimiser les releases, les coûts de release. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Forcément, ce qui est important pour tout le monde ici présent, c'est induit des deux premières parties. Hein. Comment on essaie de réduire un peu le coût d'une application. Donc, comme dirait mon illustre père Thomas ici présent, gagner du temps en arrêtant d'en perdre, c'est un petit peu notre leitmotiv. Et comment on fait en sorte de réduire ses coûts et de voir là où on a des choses qui pêchent. Donc, on a plusieurs facteurs qui sont significatifs de ce qui peut ne pas fonctionner sur une application. Ça devrait parler à pas mal d'entre vous. On a la régression, qui est le classique. On développe un bout de code, on développe par-dessus X fois, et puis au bout d'un moment, on touche à des choses qui, en l'occurrence, pètent à des endroits où on n'a pas touché parce qu'il y a des effets de bord. Ça, c'est quelque chose qui coûte beaucoup, qui coûte très cher sur une application qui nécessite de re-recéter, de refaire des phases un petit peu compliquées. Donc, ça, en plus, en termes de l'image, en fait, que ça peut provoquer de non-confiance, c'est quelque chose qui est assez onéreux. Du coup, sur les points directs. La difficulté à s'approprier le code, forcément, si on développe de manière un peu différente, ça va rejoindre le point d'après, sur un code non constitué de la même manière, non hétérogène, un peu moins cadré, on va avoir du mal, quand on va avoir des personnes qui vont arriver sur le projet ou qui vont être sur le projet, de switcher de projet assez facilement, notamment sur un centre de service. Ça va aussi donner une image de l'entreprise que chaque projet est développé de manière très différente. Dans le cadre d'une PMA massifiée de plusieurs applications, ça ne donne pas une image super non plus.
Donc, on a aussi la notion de onboarding de nouveaux collaborateurs. À chaque fois qu'on rajoute un collaborateur pour aller plus vite ou parce qu'on a quelqu'un qui bouge, ou parce que ça, c'est le quotidien de tout développement d'application qui s'étend un peu dans le temps, bah, on va le faciliter. Mais ça, je l'expliquerai un peu dans les solutions, mais c'est un truc qui coûte de l'argent. On a effectivement les risques liés à la sécurité. Je ne vais pas être, je parle de boule de cristal pour vous dire que ça fait 2 ans, voire plus, que vous entendez régulièrement parler d'attaques qui visent le secteur public, qui visent le secteur privé, qui font assez mal à des petites TPE-PME, qui attaquent des grands groupes. Et souvent, c'est par des backdoors ou par des petits accès à des applications parce qu'il y a eu des bonnes pratiques de développement qui n'ont pas été respectées. Ça peut être des négligences, ça peut être plein de choses, mais on est obligé aujourd'hui de redescendre au niveau du développeur des bonnes pratiques de développement liées à la sécurité. Donc sur ça, Sonar nous apporte beaucoup de choses. Comme outil Sonar nous apporte beaucoup de choses. C'est voilà, il y a une partie sécurité qui peut permettre de ne pas faire de l'injection, de ne pas faire du cross-domaine, de ne pas faire un certain nombre de choses qui font des mauvaises pratiques qu'il va détecter tout de suite au code. On ne parle même pas de le voir en recette ou de le voir plus tard. Donc c'est hyper important. Et il y a les retours d'audit. Régulièrement, quand on fait une application, on a la chance, entre guillemets, d'avoir une application qu'à chaque fois qu'on va la pousser à un niveau de développement assez avancé, avant qu'elle parte en production, on va avoir un audit d'homologation, un audit de performance, n'importe quel type d'audit qui fait que ça va par une société tierce, souvent commandité par celui qui demande l'application. Et on va avoir des indicateurs qui vont être bons ou moins bons. Si on a bien développé, si on a respecté un nombre de standards, on va avoir une bonne note, on va avoir un audit qui va passer très facilement. Si on n'a pas respecté tout ça, on va avoir un audit qui va nous recoller 20 jours, 30 jours de dev sur une application qu'on a coûté 100. Ben, ça se rajoute au coût qu'on n'avait pas forcément prévu initialement. Donc, ça, c'est les facteurs principaux, il y en a d'autres, qui font qu'une application peut coûter plus cher et sur laquelle on peut essayer d'optimiser les choses. Donc, chez Wido, on est très intéressé et surtout concerné par le fait d'avoir des bonnes pratiques, de standardiser nos bonnes pratiques et nos outils. Et pour ça, Sonar est vraiment central. Chez nous, il est du début du projet, je vous l'ai dit, lorsqu'on internalise un nouveau projet ou lorsqu'on va tester un nouveau projet, même en avant-vente, l'outil est déjà présent, puis il va jusqu'au bout du projet, jusqu'à la mise en production, jusqu'à la PMA. On s'en sert tout le temps, puis on montre les indicateurs aux clients finaux. Donc, on partage ces bonnes pratiques aussi bien en interne que l'image de ce que ça dégage, de ce qu'on a développé. Donc, ça a le mérite de réduire les coûts parce que les bonnes pratiques réduisent forcément les coûts de développement. L'effort régulier et constant sur la qualité du code pour éviter d'augmenter la dette du code en faisant mal les choses. Je pense qu'on l'a dit précédemment, si vous développez au fur et à mesure, si nos développeurs développent au fur et à mesure en prenant en compte les retours de Sonar, eh ben, ils vont factoriser correctement, ils vont découper correctement, ils vont s'auto-corriger. À la fin, on aura un code qui sera propre, qui sera potentiellement factorisable si vous avez besoin de le faire. Donc, ce sera plus facile à gérer qu'un truc où on tire un petit bout, puis on se ramasse toute la pelote complète, où là, c'est un peu plus compliqué. On a aussi une intégration dans les chaînes de CI/CD, donc tout ce qui permet de déployer l'application, de l'amener jusqu'en production, de l'amener assez loin dans le processus sur les différents environnements. Tout ça, c'est automatisé. Et Sonar est à chaque étape de chaque build, de chaque version, de chaque itération. Donc, c'est vraiment intégré dedans. On en est même jusqu'à mettre des tests, pas que unitaires, mais fonctionnels, pour dire on bloque carrément la compilation sur une chaîne et le déploiement si le quality get plus un certain nombre de choses ne sont pas respectées. C'est le niveau d'exigence qu'on le remonte exprès. On a le coverage de TU qui paraît un terme barbare, mais qui s'appelle la couverture de test, qui est aussi quelque chose qui est très important pour nous. Tout à l'heure, on parlait de 80%. Je parle un peu avant Yacine, mais on a une couverture de test que nous, on exige entre 70 et 80%, qui est importante pour nous parce qu'une couverture de test unitaire fait qu'on va toucher à du code qui fait qu'il va être plus solide. Si on y retouche, on va limiter le nombre de régressions. Et forcément, Sonar, encore une fois, va vous donner une couverture de test quasi instantanée sur l'application, en tout cas chaque développeur de chaque release, et il va nous permettre de maintenir cette couverture. Et on l'expose aussi pour montrer ce que ça donne. Et pourquoi on gagne du temps là-dessus? Parce que si un code est propre, si un code est solide, il y a moins de régression. Forcément, un gain d'argent. Et enfin, la réduction de la dette technique, c'est plutôt une conclusion en fait à toutes ces solutions et à tous ces facteurs résolus, c'est de se dire que si on réduit la dette technique sur un projet, on stabilise un projet, on le rend plus propre, on rend plus propre une application, on la rend plus maintenable. Forcément, la maintenabilité d'une application est importante. On peut mal la voir, mais on peut se rattraper, on peut la récupérer dans un état et l'améliorer,
comment on peut la dégrader quand on la construit pour la première fois, mais là, on ne peut être que responsable. Donc, à nous d'arriver à maintenir ce niveau d'exigence qu'on peut avoir dès le début et de le maintenir dans le temps, et de ne pas faire les couvertures de test à la fin du développement. C'est quelque chose qui est assez important. Donc, je vais donner la main à Yacine pour qu'il vous illustre ça dans Sonar. Très bien, merci Cyril. Alors, du coup, l'idée, c'est qu'en utilisant un outil comme SonarCube, la qualité et la sécurité, c'est vraiment un travail de tous les instants, dans le sens où il est très important de mettre en place, de standardiser les pratiques, les bonnes pratiques de qualité et de sécurité. Et donc, c'est ce qui viendra donc, avec l'outil qu'on va appeler les Quality Profiles. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont un set de règles qui, nous, en tant qu'entreprise expert dans le SAST, vont vous permettre de vous donner d'abord un premier set de règles qui serait complet pour les différents langages que vous utilisez. Donc, nous, par exemple, on va parler de Java. Donc, sur le Java, de base, on a 528 règles. Et de ces 528 règles, évidemment, on aura des règles qu'on pourra activer et désactiver. Donc, c'est une bibliothèque de règles. Donc, on propose 528, mais vous allez être capable d'en activer d'autres et d'en désactiver certaines si certaines de ces règles vous semblent pas cohérentes avec votre périmètre applicatif. Donc, avoir ces quality profiles, avoir son SonarCube complètement intégré dans votre CI/CD vous permettra à chacune des analyses, à chacun des commits de vos développeurs, d'avoir ces règles de sécurité et de qualité appliquées et d'avoir aussi un feedback sur votre code. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, comment est-ce que je fais pour essayer comme disait Cyril, d'essayer de faire échouer un pipeline si la qualité et la sécurité ne sont pas correctement atteints? On a une chose qu'on appelle la quality gate qui est très importante, qui va vous permettre on va dire, de mettre en place une baseline de qualité et de sécurité sur tous vos projets. Donc, par défaut, la baseline que nous recommande est donc votre nouveau code sera propre si, donc j'insiste sur le nouveau code, je l'expliquerai un peu après avec la méthodologie que je vais introduire, que si ce nouveau code a 0 issue, alors on va être capable de réaliser. Ou si les security hotspots ont été reviewés correctement, on va pouvoir réaliser. Et aussi si le nouveau code est suffisamment couvert par les tests, donc nous on estime que, comme expliquait Cyril, que 80% est une bonne limite concernant le code coverage, on va être capable de réaliser. Et aussi, avoir un minimum de duplication pour être sûr qu'on ne se fasse pas 2 fois le boulot et qu'on ne perde pas du temps sur un code qui existe déjà quelque part dans votre application. Donc, si ces conditions sont réunies, on va être capable de réaliser le projet. Donc, comment est-ce que ça se matérialise dans les projets? Donc, ici, si je clique sur ce projet-là, vous allez être capable de voir que mon new code, donc on fait bien la différence entre le new code et l'overall code, et donc tout ça fera partie de la méthodologie qu'on va appeler Clean as you code. Donc, ce qui va vous permettre de nettoyer votre codebase total en se focalisant seulement sur les issues qui sont importantes. Et ça, c'est très important afin de garder les développeurs alertes et évidemment motivés. On doit les aider à pouvoir se focus sur l'innovation, c'est-à-dire créer du nouveau code et donc être sûr que ce nouveau code soit propre. Maintenant, si vous regardez l'overall code, c'est un cas qui peut arriver chez vous. C'est une application qui est historique, qui est là depuis toujours et qui a une dette technique qui a été accumulée à travers les années. Mais de ce que Sonar va faire, c'est qu'on va être capable de dire, on va mettre une baseline à partir du moment où on va dire, OK, à partir de ce moment-là, on est sur l'overall code et maintenant tout ce qui va arriver après sera de new code. Et c'est sur ce new code-là que les quality gates vont s'appliquer. Donc la magie de cette méthodologie, donc on appelle Clean as you code, est vraiment que on va être capable d'assigner des issues en fonction de ce qu'on va être capable de lire dans le code, avec la lecture du blame data, donc de Git, donc qui a fait quoi sur quel fichier. Et j'entends par là ce que vous verrez ici dans vos fichiers. Donc je vais être capable de me l'assigner automatiquement pour être sûr que je vais réparer le problème. Et donc forcément, cette issue est récente, donc cette issue, je vais devoir la fixer et je ne pourrai pas aller de l'avant si cette issue n'est pas fixée. Donc ça va vous permettre vraiment de prioriser les issues, donc de laisser de côté les issues qui sont de l'overall code parce qu'elles sont là depuis toujours, elles existent depuis longtemps et qu'elles sont moins importantes que celles du nouveau code. Et bien évidemment, créer du code ne veut pas seulement dire créer du nouveau code, vous allez refactorer certaines parties de l'application parce que vous allez appeler des fonctions, des classes, etc., etc. Et à partir du moment où vous allez mettre la main sur ces fonctions-là qui font partie de l'overall code, vous allez devoir les mettre à jour et faire en sorte qu'elles soient au niveau de la qualité de la sécurité que vous avez mis en place par la Quality Gate. Et donc, c'est ça l'idée de la méthodologie Clean as you code. Donc, par-dessus ça, cette méthodologie, elle est quand même assez, même très puissante.
Ici, ce graphique qui pourrait voir que si vous avez utilisé cette méthodologie sur des ans, en tout cas sur cette plateforme, on va prendre 5 ans, ce sera un peu plus réaliste ici, c'est que sur les 5 dernières années, en utilisant cette méthodologie, vous allez pouvoir, de 1, réduire votre dette technique, de 2, vous focaliser sur l'innovation, et de 3, vous aurez 5 000 issues en moins que celle de l'état courant. 5 000 issues égale du temps, égale évidemment de l'argent. Donc, Clean as Code est là pour permettre à vos développeurs de se focaliser sur ce qui est juste, sur ce qui est important, et de laisser donc évidemment de faire des économies de ressources et aussi de garder les développeurs focus sur l'innovation. Top, merci Yacine, très instructif. Avant de passer à la session de questions-réponses, juste une petite synthèse. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que finalement, avec un outil qu'on peut identifier comme technique, on s'aperçoit qu'en fonction de l'usage qu'on peut en faire, on peut en tirer des bénéfices organisationnels à bien des titres. Maintenant, sur le format condensé, difficile de montrer tout le potentiel de la solution. Je dirais que là, on a fait une petite découverte et on aura l'occasion, si vous le souhaitez, en tout cas, nous sommes à votre disposition, si vous voulez creuser des sujets ou je dirais, parler de vos problématiques, c'est avec plaisir qu'on sera à votre disposition. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, nous sommes tout oui.